29 janvier 2019, Arabia Camara, 52 ans, mère d'un fils et de 2 filles, femme de ménage dans un hôtel de Maryland aux États-Unis, poignardée à mort par son fils unique Ousmane Alagui Camara. À leur arrivée dans la maison familiale, les policiers trouvent Ousmane Camara, 26 ans, avec des coupures aux mains. Le corps de sa mère dans une autre pièce avec ce qu'ils ont décrit comme un traumatisme apparent. Les policiers qui ont procédé à l'arrestation ont déclaré que Camara avait tenté de saisir l'arme d'un officier dans son étui à la maison alors qu'il était placé en garde à vue. Selon des documents judiciaires, Camara a avoué avoir poignardé sa mère après que les détectives lui aient lu son droit d'avoir un avocat et de garder le silence. Moins de 1 an après cet événement, le 30 janvier 2021, Fatoumata Danson, âgée de 40 ans et de nationalité gambienne, mère de 8 enfants vivant à Harlem, New York, abattue de plusieurs balles à la tête de la part de son fils de 22 ans, Moussa Camara. Chômeur et déséquilibré, Moussa Camara, 22 ans, acculé par sa mère lui reprochant de ne pas faire assez d'efforts pour trouver un emploi, était sommé de quitter la maison s'il n'en trouvait pas. C'est dans ce contexte que le jeune homme a commis l'impensable. Il a été tassé et arrêté après avoir tiré sur sa mère dans la tête, puis tiré sur un inconnu dans la rue après avoir fui le bâtiment Naïcha de sa famille, a annoncé la police. De telles nouvelles horrifiques poussent beaucoup de parents de la diaspora à se questionner s'ils n'ont pas fait un mauvais choix à toujours vouloir vivre hors d'Afrique pour que leurs enfants puissent avoir un bon avenir. Femmes de la diaspora africaine assassinées par leurs fils, problématique, signes prémonitoires, prévention. Telle est la thématique de notre talk show d'aujourd'hui. Pour discuter de cette thématique très pénible, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau 3 précieuses femmes de valeur, à commencer par Madame Mariam Diop, qui est manager soins aux personnes à déficience intellectuelle. Elle est aussi CEO et fondatrice de l'ONG Donnez-moi de l'espoir, qui est basée à New York, aux États-Unis. Nous avons aussi Madame Grace Collie, qui est femme d'affaires et aussi PDG de l'ONG Women of Grace and Hope Foundation, qui est basée à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Et nous avons aussi notre 3e invité du jour, Pasteur Clarisse Okenwa, qui est basée à Dallas, au Texas, bien évidemment aux États-Unis. Bonjour Madame Diop, Madame Collie et Pasteur Clarisse. Vous êtes toutes belles ce matin et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Précieuses femmes de valeur, précieux hommes de valeur, bienvenue au talk show du Leadership Excellence pour femmes par femme. Pour la diaspora femme africaine, nous sommes un pont entre nos pays d'origine et nos pays d'accueil. Que nous soyons des exemples pour eux. When did the domestic violence start in your marriage? Immediately. Non, on pensait que c'était une Américaine qui allait venir. Quand vous apprenez une langue, ça ne vous fait pas oublier l'autre langue. Parce que quand je veux sortir les plans de mes clients, Oui. ils pourront aussi me demander de faire le bâtiment. Then I got better on my paid software, so I got more clients and they offered to pay more. Elles aussi, elles ont envie de poster quelque chose à propos d'elles-mêmes. Leadership Excellence for Women nous a dit qu'elle voulait participer, elle voulait nous assister en vis-à-vis de tout ce qu'on fait. Comment démystifier certains mythes sur l'augmentation de salaire et la promotion? Quand on a envie de s'accomplir dans un domaine et qu'on se donne les moyens de le faire, on y arrive. Leadership Excellence pour femmes par femme. Précieuses femmes de valeur, précieux hommes de valeur, bonjour et bienvenue au talk show du Leadership Excellence pour femmes par femme. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, les diasporas africaines du monde occidental ne cessent de grandir en nombre avec toute la kyrielle de défis d'intégration professionnelle et sociale qui est aussi exacerbée par la crise économique mondiale
qui paralyse toutes les sociétés capitalistes et consuméristes du Nord. Je vous l'avais mentionné plus tôt, notre talk show d'aujourd'hui se porte sur un défi majeur qui se pose dans la diaspora africaine aujourd'hui, notamment les femmes de la diaspora africaine qui courent le fort risque de se faire assassiner par leurs fils. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous examinerons avec nos invités la problématique, les signes prémonitoires, car il y a toujours des signes prémonitoires, et les moyens de prévention nécessaires et disponibles pour remédier à ce phénomène très alarmant. Commençons d'abord par la problématique. De par les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'en fait, les facteurs sociaux et démographiques immédiats liés à toutes les formes de violence familiale, à l'exception bien entendu des abus sexuels, sont la pauvreté, le chômage, les facteurs de stress familiaux, notamment les désaccords sur l'argent, le sexe et les enfants. L'économie, en fait, est toujours un facteur distal qui se traduit dans les relations familiales par la pauvreté, l'emploi, l'image de soi ou les facteurs de stress. Madame Mariam Diop, lorsque je vous avais contacté, je pense, il y a 2 mois pour vous inviter à ce talk show, vous avez gracieusement mené une petite enquête auprès de plusieurs femmes de la diaspora africaine à New York, puisque c'est là-bas que vous êtes basée. Vous avez ensuite partagé avec moi le constat amer de ces femmes qui, toutes sans exception, déplorent l'absence ou la démission du père dans l'éducation des enfants. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus? Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Et j'aimerais aussi te remercier sincèrement pour tous les efforts que tu fais pour la communauté africaine. Effectivement, j'ai approché quelques mamans ici et quelques sœurs qui sont mariées plus de 10 ans. Donc, je les ai posé des questions concernant ce qui se passe maintenant envers les mamans. Surtout les adolescents qui tombent dans la violence, malheureusement, envers leur maman ou leurs parents. La plupart m'ont fait savoir que parce que les papas ont démissionné. Donc, il y a un manque de communication dans le couple, c'est-à-dire le papa n'est pas présent. Il vient à la maison, il mange, il se lave, il sort, il part au boulot. Il vient à la maison, il mange, il regarde la télé. Mais il n'y a vraiment pas de communication. Le papa n'invite pas l'enfant à demander « Ok, mon fils, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez étudié ?» Il n'y a pas de communication entre aussi le papa et la maman. La maman aussi, bon, il y a 2 cas. J'ai approché 2 différentes mamans parce qu'il y a les mamans aussi qui passent toute la journée à la maison et les mamans qui travaillent aussi à plein temps. Quand je dis plein temps, de 8 heures, parfois jusqu'à 20 heures. Donc, les 2 ensemble m'ont fait savoir que les papas ont démissionné et aussi l'enfant, en grandissant, n'a pas ce rôle modèle d'un père. C'est-à-dire, l'enfant, en grandissant, il vient aussi à la maison, il mange et puis il est sur son téléphone ou l'ordinateur. Et puis, à l'âge maintenant de l'adolescence, quand l'enfant part à l'école, il commence à fréquenter. Quand il commence à fréquenter ses amis, malheureusement, s'il tombe sur des amis aussi qui n'ont pas de bon comportement, c'est là l'enfant commence à être aussi violent dans la famille. Et aussi, je tiens à préciser cela. Beaucoup m'ont fait savoir aussi que les papas, leur priorité n'est pas l'éducation des enfants. Les papas veulent que les mamans éduquent les enfants. Les papas voient comme si on est toujours en Afrique, ce qui est très, très mauvais. Parce qu'en Afrique, tu sais, tu as le voisin qui te dit, quand tu n'es pas là, l'enfant fait quelque chose, le voisin te dit, ah, tu n'étais pas là aujourd'hui, tel fils a fait ceci, tel fils a fait cela. Bon,
la plupart des fois aussi, quand l'enfant fait quelque chose, il y a le voisin intervient immédiatement. Le voisin dit, faut pas faire cela, soit, le voisin discipline l'enfant sur le champ. Quand la maman vient aussi, la maman est au courant. Ici, on n'a pas dans une communauté supportive, c'est-à-dire chacun reste dans son coin. Tout ce que l'enfant fait, c'est pas le problème du voisin. Donc, ce qui fait que le papa, au lieu de voir qu'on est dans un différent monde, le papa, dans sa tête, pense toujours que l'éducation des enfants repose sur la femme. Comme en Afrique, tel est le cas. On dit que c'est la maman reste à la maison, sauf que c'est la maman qui doit éduquer. Donc, je pense que c'est ce phénomène qui est en train de bousculer un peu la famille d'ici, parce que l'homme n'a pas cette mentalité de dire on est dans un différent monde, il faut que je m'investis, j'ai des responsabilités envers ma famille. Il n'y a pas vraiment ça. Bon, la façon dont les mamans me décrivent la situation, c'est comme si les papas, disons plutôt, les papas se retirent un peu de ça, quoi. Voilà. Yeah. Effectivement, Madame Diop, pour ma part aussi, j'ai parlé avec beaucoup de femmes ici qui vivent la même situation où, sincèrement, nos hommes africains ne mettent pas la main à la pâte ici. Et c'est toujours cette mentalité de l'Afrique qui est toujours présente, malgré le fait qu'ils voient la maman qui struggle, ils voient la maman vraiment qui est fatiguée, mais cette mentalité-là doit changer. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment tenu à faire ce talk show-là, pour qu'il y ait un éveil de conscience. Madame Colli, je pense que quand nous avions parlé, vous m'avez un peu donné votre cas. Dans votre situation que vous avez vécue, parce que je pense que vous avez vécu aussi à New York, à quel degré l'absence de leur papa a affecté vos enfants? Merci, Madame Boiré, de m'avoir invitée sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi de participer à ce talk show. Effectivement, comme je dirais, ça n'a pas été facile. Et les effets négatifs qui ont été, que mes enfants ont dû subir, c'était surtout au niveau de l'éducation scolaire, je dirais. Parce que étant seule, étant une maman seule, tu dois travailler pour pouvoir aux besoins de ta famille, non seulement ici, et puis il faut dire aussi en Afrique. Donc, tu te retrouves seule, tu dois aller au travail. Et souvent, les horaires de travail sont un peu... ça te prend pratiquement toute la journée. Donc, je devais aller travailler de 8 heures d'abord jusqu'à 18 heures. Et je devais envoyer les enfants chez la babysitter et celles qui partaient aussi à l'école, l'envoyer à l'école. Et parfois, je n'avais pas vraiment, quand je rentre le soir à 19h, 19h30 par là, il faut maintenant nettoyer, préparer la nourriture pour les enfants, tout ça. Et par moment, tu n'as pas vraiment le temps de faire, par exemple, les homework avec les enfants. Ça, c'était quelque chose qui me dérangeait. Je n'avais pas souvent le temps de faire des homework. Ma première fille, par contre, elle avait des difficultés en mathématiques. Et j'étais obligée de chercher quelqu'un qui pouvait l'aider. J'avais un ami à New York qui m'aidait sur ce plan-là, qui m'aidait avec les homework de temps en temps. Il n'avait pas le temps tout le temps. Et une autre chose encore, c'était les meetings à l'école, les rencontres des parents d'élèves. Et ça se passe le plus souvent en pleine journée. C'est-à-dire qu'on vous dira, par exemple, venez à 11h, venez à 14h. Et ce sont moi des heures où je suis au travail. Donc, je ne pouvais pas le plus souvent participer aux rencontres des parents d'élèves. Donc, j'étais obligée le plus souvent de demander encore de l'aide à cet ami-là qui devait aussi aller me représenter à l'école des enfants. Et vous voyez, ce n'était pas facile parce que je dois travailler et je ne peux pas prendre constamment de permissions. Donc, ce n'était pas facile. Après, par contre, j'ai eu mon propre business. Mais malgré ça aussi, souvent, tu es busy. Tu as les clients, ils sont là. Ce n'est pas facile. Donc, je pense que sur ce côté-là, c'était vraiment... ça n'a pas été facile sur le côté de l'éducation scolaire de l'enfant où je n'étais pas vraiment présente. J'avais toujours besoin de demander de l'aide ou si quelqu'un n'est pas disponible. Ce n'était pas facile. Et il y a eu même des moments où, même aller souvent prendre les enfants à l'école, je me disais qu'avec surtout ma première fille qui était un peu grande, je me disais que bon,
je ne peux pas laisser le travail et puis aller la chercher à l'école tous les jours à 15h, 16h quand elle descendait. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je lui disais, par exemple, l'école n'était pas loin de la maison. Donc, on était à pratiquement un bloc et demi de la maison. Donc, je me disais, au lieu qu'elle vienne, comme j'avais un salon de coiffure, tout ça, au lieu qu'elle vienne là-bas, qu'elle aille directement à la maison, puisque, bon, elle pouvait, c'était pas loin, la distance n'était pas longue, et elle pouvait marcher facilement et aller à la maison se reposer. Donc, je croyais que c'était une bonne idée. Et c'est comme ça que je lui donnais la clé, je trouvais qu'elle était un peu responsable, qu'elle parte à la maison, elle, se reposer, faire ses homework, tout ça. Et je lui ai, ce qui n'était pas bien, je lui ai donné cette petite liberté-là de pouvoir le faire. Mais j'ai regretté après parce que j'avais ma tante, souvent, une tante qui venait me rendre visite de temps en temps, souvent qui était aussi à la maison. Donc, quand elle venait, elle pouvait la trouver. Mais par moment, la tante n'était pas présente à la maison. Donc, ce qui faisait que souvent, quand elle rentre à la maison, ma tante n'est pas là et elle se retrouve seule à la maison. Donc, elle a senti qu'elle était elle était un peu libre. Donc, après l'école, par moment, elle restait avec ses copines, traîner dehors. Elle restait avec ses copines, jouer. Et puis, bon, c'est-à-dire que c'était la liberté, quoi, de s'amuser, faire ce qu'elle a à faire et rentrer à l'heure qu'elle voulait. Et une fois, je me suis dit que, bon, il faut que quand même je check de temps en temps ce qu'elle fait si elle rentre vraiment à la maison. Et une fois, par exemple, j'ai décidé de la surprendre, de venir comme ça sans qu'elle ne sache, surprendre à la maison. Et je me suis rendu compte que non, elle ne rentrait pas à la maison directement. Elle restait en train de traîner dans la rue avec ses camarades, en train de s'amuser, en train de se dire des paroles qui n'étaient pas vraiment quelque chose qu'elle ne disait même pas à la maison. Par exemple, moi, chez moi, elle ne peut pas dire salope dans ma maison, mais c'est quelque chose que je l'entendais dire avec ses copines. Donc, j'ai compris qu'il y avait déjà une influence négative du fait que je la laissais vraiment se débrouiller un peu seule, parce que j'étais seule, effectivement. Donc, c'est une raison pour laquelle j'avais arrêté ça. Donc, elle était maintenant obligée, après l'école, de marcher, au moins, je dirais, j'habitais à 141 et mon salon se trouvait à 131. Donc, pratiquement 10 blocs pour venir me trouver au salon, rester avec moi et rentrer maintenant le soir quand je finis, 22h, 23h, elle devait rentrer avec moi. Et ce n'était pas vraiment facile. Et pour l'enfant, et pour moi, c'était vraiment triste du fait que c'était un enfant. Elle doit quand même rester à la maison, se reposer. Mais puisque j'étais seule, et la laissant à la maison se reposer, je ne sais pas ce que ça pouvait créer un jour demain. Elle peut être dans la rue en train de s'amuser, quelque chose peut arriver. Et je ne sais pas, on ne souhaite pas le pire, mais le pire pouvait arriver un jour. Donc, j'ai préféré arrêter ça et l'amener, demander de venir me trouver au salon. Et ce qui faisait qu'elle passait maintenant presque toute la soirée après l'école avec moi au salon. Et on rentrait tardivement, souvent à 22h, 23h. Elle devait aller se coucher aussi tardivement et se réveiller encore tôt le matin, ce qui me faisait un peu mal. Mais bon, j'étais obligée puisque avec la situation que je traversais, elle devait vraiment subir avec moi toutes ces choses-là. C'est un peu ça que je dirais. Wow. Pour commencer d'abord, je ne peux sincèrement que vous applaudir, Madame Colly, parce que en tant que maman, je vous écoutais et mon cœur saignait. Parce que pendant tout ce temps où vous parliez, vous étiez vraiment focalisé uniquement sur le bien-être de vos enfants. Mais en tant que maman, je suis sûre que cela a été aussi un facteur majeur de stress pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vu que vous devrez beaucoup travailler pour subvenir aux besoins des enfants, parlez-nous un peu du stress que vous-même vous avez traversé parce qu'effectivement, les mamans seules, elles courent, mais le self-care, qui est en fait de penser à soi-même, elles n'ont même pas ce temps-là. Et je voudrais vraiment que vous puissiez nous parler un peu de cela. Je pose cette question pour une raison bien précise parce que il y a, je pense, 1 mois et demi, j'avais fait un talk show pour la fête des mères où j'avais invité 2 précieux hommes de valeur. Et à la suite de la diffusion de cette émission, il y a eu des retours. Bien vrai que ces personnes n'ont pas voulu écrire sur les commentaires, mais j'ai eu beaucoup de retours sur cela. Et il y a eu beaucoup de mamans célibataires, que ce soit aux États-Unis, au Canada,
qui ont trouvé en fait que le débat que j'avais amené par rapport à ce talk show de la fête des mères était bien, mais elles se sont senties lésées. Et donc, aujourd'hui, je veux juste que ce soit une introduction. Je voudrais vraiment laisser Madame Colly nous parler un peu du stress qu'elle-même, elle a traversé pour que vraiment nos hommes, nos pères africains, nos maris africains puissent comprendre vraiment la douleur par laquelle ces mamans passent. Madame Colly, expliquez-nous un peu, s'il vous plaît. Ok. C'était vraiment stressant, c'est vrai. C'était stressant. Mais je bénis le Seigneur. La grâce que j'ai eue, c'est que j'étais déjà vraiment engagée beaucoup dans le Seigneur. Et c'était vraiment les prières et les enseignements qui m'ont beaucoup fortifiée, qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup fortifiée. Parce que dire que tu n'as pas voulu ça, comme je dis toujours, une vraie maman ou une femme, quand elle se met avec un homme, qu'elle fait des enfants, c'est pas dans l'intention demain de se retrouver seule. Ça, c'est sûr. Parce que tu ne veux pas commencer à mener une vie de famille avec un homme te disant que bon, ça peut ne pas marcher et je vais vraiment m'éclipser. Non. Parce que quand tu commences cette vie de famille, tu te dis que c'est pour la vie. Donc après, quand beaucoup de situations arrivent et vous vous retrouvez séparés, la femme subit plus parce que toi, tu as le souci d'abord des enfants, tu as le souci de la famille, il y a beaucoup de choses qui te viennent dans la tête et tu te dis que waouh, comment je vais faire? Ce n'était pas mon souhait. Peut-être reprendre encore une autre vie avec un autre homme, c'est pas facile. Je te dis que bon, j'ai les enfants, j'aimerais bien que mes enfants grandissent auprès de leur père, qu'ensemble nous puissions éduquer les enfants ensemble. Tu ne veux pas vraiment faire des enfants et après te retrouver avec un autre homme. Peut-être tu te dis que bon, est-ce qu'il peut m'aimer, bien sûr, moi, mais est-ce qu'il pourra aimer mes enfants comme moi, comme leur propre père? Est-ce qu'il pourra vraiment être là comme un père pour ces enfants-là? Donc, toutes ces choses-là, tu te poses beaucoup de questions et tu n'as pas du tout envie déjà de t'engager avec un homme directement. Je te dis que bon, il me faut un peu de temps. Donc, le temps que tu prends d'abord toi-même pour te ressourcer, c'est un temps aussi où tu dois maintenant te retrouver en train de faire tout toi seul. C'est-à-dire que tu deviens le père et tu deviens la mère en même temps. Donc, ça, c'est vraiment stressant. Non seulement ça, et il faut aussi se dire que quoi, tu as des enfants, tu dois travailler, tu dois t'occuper des enfants, t'occuper de la famille, t'occuper, nous, surtout nous, Africains, tu dois faire toutes ces choses-là. Et à l'église, moi, j'étais vraiment très prise parce que j'avais aussi des responsabilités à l'église, donc je devais tout le temps courir à l'église. C'est-à-dire que j'avais un schedule très, c'est-à-dire que la maison le matin, après la maison, le travail, après le travail, l'église, la maison. C'était quoi? C'était ce qui se passait dans ma vie. Et après, tu vois, après tu te fatigues, tu sens que ta vie devient monotone, ce sont les mêmes choses, tout ça. Et tu dois faire face à toutes ces petites situations avec les enfants. J'aime pas utiliser problème, je préfère toujours dire situation avec les enfants, avec les hommes, même quand des hommes t'approchent, bon, tu n'es pas sûr que tu as envie de commencer cette vie-là, tout ça. Donc, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Tout ça, c'était vraiment stressant. Et puis, en plus de ça aussi, c'est pas tout le moment que vraiment tu es vraiment équilibré financièrement. Il y a des moments aussi où il y a au niveau des finances, souvent, les business peuvent être slow, mais tu dois faire face à tes dépenses, tout ça. Donc, tout ça, tu ne veux pas aussi tendre la main à quelqu'un d'autre, tu préfères te débrouiller. Donc, c'est un stress. C'est beaucoup stressant. Parce qu'on nous dit toujours que l'union fait la force. L'union fait la force. Quand vous êtes à deux, vous êtes unis, il y a deux incomes, tout et tout. Vous pouvez vraiment subvenir à vos besoins facilement. Mais quand c'est un seul income qui doit vraiment se partager en plusieurs morceaux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais bon, je dis toujours que moi, je bénis le Seigneur parce que j'avais le soutien de l'Église, quand on dit que soutien moral, et avec les prières, avec les enseignements, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a fortifié. Ça m'a aussi permis de grandir spirituellement, je ne vais pas mentir. Ces moments-là m'ont permis de grandir spirituellement. C'était vraiment stressant, mais le stress-là m'a permis de chercher encore Dieu davantage, de chercher encore Dieu en profondeur, et vraiment, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé le fait que j'ai pris ces moments de stress-là et je me suis investie beaucoup dans la prière
pendant cette période-là, ça m'a vraiment soulagée. Et comme on dit toujours, avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu fortifie, Dieu protège, Dieu garde. Et je bénis Dieu par sa grâce aujourd'hui. Je tiens et vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. C'est un peu ça. Vous êtes vraiment une précieuse femme de valeur, Madame Collie. Et c'est vraiment aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé cette ONG Leadership Excellence pour Femme par Femme. Pour vraiment montrer aux autres femmes, parce que vous avez traversé cela et aujourd'hui, vous êtes au-dessus, vous avez pu en sortir. Mais il y a d'autres femmes qui vivent cette situation aujourd'hui, qui ne savent pas où se tourner, qui ne savent pas où avoir de l'aide. Et j'aurais vraiment voulu aujourd'hui que notre quatrième invité, qui est un serviteur de Dieu, l'imam Konaté, qui est basé à New York, était prévu aussi pour prendre part à cette discussion parce que je voulais vraiment que aussi les serviteurs de Dieu puissent aussi donner leur opinion. Parce que quoi que nous le disions, hein, nous sommes dans la diaspora, presque chacun de nous fait partie d'une communauté religieuse. Qu'à cela n'en tienne, Imam Konaté n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a eu des engagements. Mais j'espère que dans le futur, nous pourrons l'avoir vraiment pour avoir une édification. Et comme je l'ai dit, nous avons aussi une servante de Dieu aujourd'hui avec nous, qui a été vraiment gracieuse pour prendre le temps d'être avec nous. Pasteur Clarisse, je pense que je l'avais présenté tout à l'heure. Pasteur Clarisse, en tant que pasteur, pouvez-vous nous éclairer sur les préceptes divins pour les parents lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants? Merci beaucoup, Madame Boiré, de m'avoir ici et je voudrais également apprécier les championnes, les deux dames avec nous, Madame Diop et Madame Collie, je crois que c'est ça le nom. Wow, quel témoignage émouvant, 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 émouvant. Je voudrais vous apprécier pour cette opportunité qui traite d'un thème tellement actuel et tellement nécessaire à s'intéresser. J'ai suivi l'intervention de Madame Collie et elle m'a pratiquement précédé sur ce que j'ai à dire. La dimension spirituelle est très importante. Elle est vraiment importante. En fait, elle est la fondation principale que chaque être humain doit avoir parce que nous sommes tous des êtres qui ont été créés par Dieu et il appartient à chacun à un moment de leur vie de savoir se remettre en question ou alors de savoir se rapprocher de son Créateur parce que qu'on le veuille ou pas, la vie est faite telle que les obstacles que nous rencontrons sont au-dessus de la nature humaine et il faut cette dimension spirituelle pour pouvoir les traverser et cette dimension spirituelle-là s'investit en nous pour mettre toutes les grâces dont nous avons besoin et nous devenons des champions un peu comme notre intervenant tout à l'heure, nous devenons des champions dans des domaines qui étaient en fait venus dans nos vies pour nous briser totalement et pour nous réduire. Et puis la dimension spirituelle pour ceux qui sont chrétiens et vraiment qui ont un chemin dans la foi, la Bible nous dit que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde, cherchant qui dévorer. Et ça a beau être des principes ou des ordonnances bibliques ou des récits bibliques ou des histoires bibliques, mais c'est la réalité, la dimension spirituelle est réelle, elle existe. Donc nous vivons dans un monde qui a cette dimension-là où le diable existe, le mal existe, le bien existe, mais le bien existe dans la dimension de Dieu et il faut se rapprocher de Dieu pour pouvoir vivre pleinement sa vie. Alors pour ce qui est du thème que nous abordons, le thème du challenge des enfants délinquants, surtout en Occident, c'est une réalité sociétale
et qui, je dirais, est liée fondamentalement à la dimension territoriale. Où est-ce que nous sommes et les mœurs de cette dimension-là. Et pour nous qui appartenons à l'Afrique et qui venons dans cet territoire-là, nous venons avec notre culture, nous venons avec notre background, nous sommes généralement choqués et il y a ce clash. La réalité est que les enfants, nous les élevons dans ce territoire qui est complètement étranger à nos cultures africaines. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au fondamental. Et donc, j'ai pris la peine de faire quelques recherches bibliques au sujet d'établir les fondations divines. C'est important pour chaque famille, d'abord à la dimension individuelle, en tant que personne individuelle, chaque maman et chaque papa, chaque père, chaque mère, chaque instructeur, chaque mentor, toute personne qui participe à l'éducation d'un être humain doit savoir à sa dimension personnelle pour pouvoir donner quelque chose de profitable, pour pouvoir donner quelque chose qui édifie, qui bâtit, doit se rapprocher du Seigneur. Et on se rapproche du Seigneur comment? On se rapproche du Seigneur sur la base de sa parole, sur la base des écrits. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La parole de Dieu est la lumière des hommes. Elle est venue habiter parmi les hommes. La Bible dit que les ténèbres n'ont pas compris la parole, mais elle est venue pour nous éclairer. Et je vous assure que lorsque vous ouvrez votre cœur au Seigneur, que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, que vous l'invitez dans votre cœur et que vous marchez en relation, pas en religion, en relation. Vous savez, quand vous avez une relation avec un mari, avec une épouse, l'intimité fait partie de cette relation, l'amitié fait partie de cette relation, l'amour fait partie de cette relation, et tous les éléments qui gouvernent les relations, le pardon, ainsi de suite, ce sont des fondations spirituelles que tout être humain se doit de pouvoir s'investir dans sa vie. Alors, certaines familles ont le privilège d'avoir cette fondation établie, mais la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque nous avons ce privilège d'avoir Jésus qui nous est offert, ou le Seigneur qui nous est offert, c'est généralement un outil avec lequel le Seigneur nous équipe par rapport à la marche de la vie. Et c'est pour ça que vous allez voir, vous avez entendu le témoignage de la dame tout à l'heure. Elle a dit, si j'ai pu surmonter cette épreuve, c'est surtout par le Seigneur. Et je vous assure, peut-être si on l'écoutait davantage, on allait entendre, je ne sais même pas comment j'ai fait pour surmonter ça. Aujourd'hui, je réalise que j'ai surmonté justement parce que le Seigneur est présent. Alors, cette fondation doit être établie et je l'ai énumérée en termes de responsabilité. Il y a la responsabilité divine, il y a la responsabilité parentale, et il y a la responsabilité des enfants. Je vais commencer par la responsabilité divine. Dieu n'est pas un Dieu qui nous a juste balancé sur la terre et puis qui s'est désintéressé après nous avoir balancé. Non, Dieu est pour nous un père. Et quand il dit qu'il est un père, il est un père. Dieu est, les attributs de Dieu, si on commence à les énumérer, on ne va pas finir de les énumérer. La Bible dit qu'il est le père des orphelins, il est le mari de la veuve, il est le pourvoyeur des pauvres, il est celui qui pense nos blessures, il est celui qui nous guide, il est notre guide. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, Dieu a une responsabilité. Pour ceux qui pensent que nous sommes des phénomènes de la science, je vais demander qui a créé la science. Peu importe jusqu'à quel point on se pose des questions, on va tous aboutir au fait qu'il y a une personne supérieure. Et quand nous embrassons cette personne en la qualité de Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, et nous vivons la relation, je vous dis, nous avons vraiment, pas seulement le sentiment, mais nous vivons la réalité que le Seigneur est là et il est responsable
quant à notre relation avec lui. Alors, pour des passages bibliques qui établissent la responsabilité divine, je vais citer le psaume 127 et le verset 3. La Bible dit, les enfants sont un don de l'Éternel. Les enfants sont un don de l'Éternel. Et quand on parle d'enfants ici, nous les parents, nous avons été des enfants à un certain moment. Donc, la progéniture, la vie, l'existence, la création, c'est un don de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons été des enfants à un moment de notre vie. Donc, les enfants sont un don de Dieu. Et vous savez, même en tant qu'être humain, lorsque nous faisons des dons, nous ne faisons pas des dons empoisonnés. Si nous les hommes, la Bible nous dit, si nous les hommes, nous ne pouvons pas donner à nos enfants des serpents lorsqu'ils nous demandent du pain, à plus forte raison, notre Dieu sera là présent et nous donnera de bonnes choses. Alors, c'est parfois notre éloignement du Seigneur qui nous fait vivre des obstacles ou des challenges à la dérive. C'est parfois ça, parce que les gens n'ont pas le temps de se rapprocher du Seigneur et de le connaître. Et pourtant, la Bible, la parole de Dieu et tout ce que nous avons comme matériel spirituel qui nous rapproche de Dieu, ça nous équipe suffisamment pour pouvoir vivre. La vie vient de Dieu et le manuel de la vie appartient à Dieu. Les conseils de la vie appartiennent à Dieu. La Bible dit, pour la fondation de responsabilité divine, je le redis, Dieu ne nous a pas créés et nous a jetés là dehors comme un irresponsable. Non, Dieu est ce Père qui ne va jamais abandonner. Il est ce mari qui ne va jamais se décourager. Il est cet ami qui sera là, qui sera plus proche qu'un frère. Il est cet esprit qui connaît les profondeurs de notre être. La parole nous dit dans le psaume 139, allez le lire. La Bible dit qu'il nous a créés merveilleusement. Il nous connaît, il connaît nos profondeurs. Où est-ce que je me cacherai de la face de Dieu? Je vais dans les montagnes, il est là. Je vais dans l'abîme, il est là. Je me couche sur mon lit, il est là. Dieu est là avec nous tout le temps. Donc, établissons cette vérité fondamentale que Dieu est responsable et il se soucie de nous. Alors, Psaume 127 dit, les enfants sont un don, une bénédiction qui vient de l'Éternel. Ils sont une récompense. Alors, ça brise le cœur de Dieu lorsque son projet échoue entre nos mains. Et son projet échoue entre nos mains parce que nous nous sommes éloignés de celui qui a le guide de la vie. Notre sœur tout à l'heure a donné son témoignage et je bénis le Seigneur parce qu'il fait les choses de manière tellement très organisée. Et c'est pas une coïncidence qu'elle ait eu à donner ce témoignage avant même que je ne puisse intervenir. Donc la fondation de Dieu est fondamentale dans la vie d'un être humain, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, que ce soit les relations avec des connaissances. La gestion de la vie appartient à Dieu et il faut retourner à son Créateur. Alors, responsabilité divine, encore un autre verset biblique, Jérémie 1, verset 5. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Alors, est-ce que vous savez que c'est possible? C'est très possible que une mère ne connaisse même pas son enfant. C'est très possible qu'un père ne connaisse pas son enfant. Alors, moi, je vais vous donner un témoignage à ma dimension spirituelle dans ma façon d'élever mes enfants aux États-Unis. Le Seigneur est au centre de tout. Premièrement, j'ai connu le Seigneur quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai une marche avec le Seigneur. J'ai un voyage avec le Seigneur depuis cet âge-là jusqu'à présent. Et je peux attester qu'il est vrai. Il est aussi réel que vous ne pouvez pas imaginer. Il est réel dans toutes les situations. Il parle, il nous entend, il pleure avec nous, il essuie nos larmes. Il s'intéresse aux détails, les plus détails de nos vies. Absolument. J'adore ce que vous venez de dire, Pasteur Clarisse. Je voudrais juste, vous venez de dire que vous voulez partager comment est-ce que vous avez élevé vos enfants aux États-Unis. J'aimerais qu'on réserve ça à une section où effectivement, on peut voir qu'il y a des moyens pour pouvoir vraiment élever ces enfants que Dieu nous a donnés sur une terre étrangère. Et comme vous l'avez dit, vous avez parlé de fondation spirituelle. Et c'est là où beaucoup de parents, en fait, ne savent même pas. Parce que beaucoup, en fait, sont dans l'ignorance. D'autres le savent, mais ils choisissent de ne pas se concentrer dessus. Et vous l'avez dit, le fait que nous quittons l'Afrique pour venir ici, nous rentrons dans les choses
de domaine spirituel. Beaucoup ne savent pas cela, que lorsque tu viens sur un nouveau territoire, il y a des esprits. Et je suis désolée pour ceux qui ne vont pas comprendre ou qui vont s'offenser, mais c'est une réalité. Que nous le croyons ou pas, là où nous nous trouvons, là où nous habitons, là où nous travaillons, il y a des esprits qui dominent ces endroits-là. Absolument. Et nous allons repartir à cela tout à l'heure. C'est pour ça que je ne voulais pas vous couper, Pasteur Clarisse, mais on aura le temps de vraiment détailler cela tout à l'heure dans les discussions qui vont venir. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de la première section, qui était en fait la problématique où nous avons en fait parlé du manque de communication, du fait que les papas sont absents dans la vie de la maman, dans la vie du foyer et aussi dans la vie des enfants. Nous avons aussi parlé du fait que les enfants manquent, surtout les garçons, ils ont ce manque de rôle modèle dans leur vie. Je pense que Madame Colli aussi avait parlé du fait que le papa de ses enfants n'était pas là. Elle est passée par beaucoup de stress, non seulement elle, mais aussi les enfants. Pasteur Clarisse aussi nous a parlé des fondations spirituelles. Là maintenant, je voudrais que nous nous focalisons sur les signes d'avertissement qui préparent ces événements. Je vais continuer avec Pasteur Clarisse, justement. Nous vivons dans un pays et vraiment, je suis contente que vous avez, c'est comme si vous avez introduit cette prochaine question. Les États-Unis sont le pays où, si on observe dans tous les autres pays, où les armes à feu sont beaucoup courantes dans ce pays. Vu que les États-Unis ont les lois sur les armes à feu, Pasteur Clarisse, les plus permissives de tous les pays industrialisés, est-ce que vous pensez qu'il est bien d'élever nos enfants hors du pays natal? Pour cette question, je vais être très franche. Notre destinée, c'est un écrit divin, c'est-à-dire c'est un plan divin. C'est pas, on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas qui sera sa mère, on ne choisit pas sa couleur, on ne choisit pas sa langue, on ne choisit pas ces choses-là. Et de la même manière, on ne choisit pas où on commence sa vie et où on finit sa vie. Ça s'appelle le chemin de la destinée. Et ce qui est beau dans le chemin de la destinée, c'est que, je vais le redire, parce que Dieu est au centre du chemin de la destinée. Vous avez abordé tout à l'heure les dimensions spirituelles territoriales. La Bible nous dit que Jésus est le chef des principautés, des puissances, des règnes, des dominations, des esprits. Ce sont des choses qui existent. Et c'est pour ça que je disais que se rapprocher du Seigneur, c'est très profond, c'est très profond. C'est-à-dire que la connaissance de la parole de Dieu nous fait comprendre tellement de choses. Moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, pendant que j'étais dans l'avion et qu'on entrait dans le territoire américain, j'ai commencé à ressentir que je suis en train d'aller dans une dimension spirituelle totalement différente. Donc, ces choses-là, nous les voyons de manière physique, mais ce sont des réalités spirituelles qui existent. Et je ne vais pas dire que ce sont seulement les chrétiens qui perçoivent ça. Chacun d'entre nous, nous les percevons, mais ça dépend des antennes que nous avons. Nous avons les antennes technologiques, nous les percevons en termes de technologie. Si nous avons les antennes spirituelles, nous les percevons en termes de spirituel. Si nous avons juste des antennes charnelles, nous les percevons en termes... Et nous nous inclinons en fonction de notre rapport par rapport à ces antennes. Donc, lorsqu'on est une personne spirituelle, chaque fois qu'on arrive dans un territoire, on perçoit la dimension spirituelle de ce territoire. Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai su, c'est pas seulement les armes, c'est tellement de choses. C'est la technologie qui expose nos enfants à des choses, c'est les lois qui sont votées dans les assemblées, c'est des acceptations que la société a, des choses qui sont tabous en Afrique ne sont pas tabous ici, ce sont des mœurs, il y a tellement de déviance dans les pays dans lesquels nous vivons. Maintenant, est-ce que nous devons nous priver de venir vivre dans ces pays? Je ne sais pas si nous avons trop le choix. Je ne sais pas si nous avons trop le choix. Nous n'avons pas trop le choix parce que ce n'est pas nous qui écrivons notre destinée. Alors Dieu nous amène dans ces lieux-là, mais Dieu nous équipe dans tous les lieux. La Bible dit que l'Éternel marchait devant Israël. Il était une lumière dans la journée, il était une colombe de feu dans la nuit. De la même manière, Dieu veut marcher avec chacun d'entre nous. Et il le fait.
Moi, j'ai ma fille qui a 20 ans, 21 ans. À l'âge de la puberté, j'ai commencé à voir des revendications et qui venaient de l'éducation de cette société. Je suis allée dans la prière. Je vous dis que j'ai dû me projeter dans la prière à une dimension que je n'avais jamais faite dans ma vie pour aller arracher ma fille des portes de l'enfer dans ce pays. C'est-à-dire que l'ennemi avait planifié de l'arracher. Et je me suis rappelé qui je suis dans le Seigneur. Et je me suis tenue à la brèche. Et j'ai vaincu cette bataille. Donc, ces challenges qui arrivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas décider d'où nous serons aujourd'hui et d'où nous serons demain parce que nous ne connaissons pas l'histoire du parcours de notre vie. Elle appartient fondamentalement à Dieu. Il est souverain au-dessus. Il est souverain sur notre destinée. Il est souverain sur le nombre de nos jours. Nous ne les connaissons pas. Nous ne pouvons pas maîtriser cette dimension-là. Alors, il faut croire que partout où le Seigneur est, qu'il soit notre berger. Et je vous assure, oui, ces challenges, ces revendications vont se faire, mais avec la parole de Dieu, avec la vie de prière, en grandissant, comme la dame le disait tout à l'heure. Ces épreuves parfois viennent pour révéler le géant qui est en nous, révéler la femme de prière, révéler la lionne qui est en nous, révéler la femme multitasque qui est en nous. Alors, on se révèle dans le Seigneur. Et lorsqu'on se révèle dans le Seigneur, on se rend compte que ces montagnes-là, on les gravit et le Seigneur est glorifié. Wow. Pasteur Clarisse, vous nous avez vraiment fait voyager dans l'esprit et je sais que beaucoup vont pouvoir se retrouver dans ce que vous venez de dire. Sinon, ce sera aussi un déclic pour qu'ils ou elles puissent se rendre compte qu'il y a des solutions, mais ça peut se faire qu'à genoux dans la prière. Je vais continuer la discussion avec notre prochain invité. Gail, qui est professeur et doyen de la faculté des politiques sociales à l'Université de Pennsylvania, a déclaré que 90% du temps, le meilleur prédicateur de la violence est le comportement passé qui peut être la dépression et ou l'agression. Je pense que tout à l'heure, quand j'avais commencé le talk show, j'ai parlé du cas d'Ousmane Camara, le jeune homme qui, le 29 janvier 2019, à Maryland, aux États-Unis, avait poignardé à mort sa mère, Arabia Camara. Les archives judiciaires témoignent d'un passé trouble. En effet, Camara a offert un plaidoyer de culpabilité pour vol à main armée à la suite d'une arrestation en 2009 et a commis plusieurs infractions liées à l'alcool selon des archives en ligne. Cette question sera pour vous, Madame Diallo. En tant que manager soins aux personnes à déficience intellectuelle, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus sur le comportement passé, tel que la dépression et ou l'agression? Ok, merci beaucoup, merci. Donc, je vais aller un peu plus depuis le bas âge de l'enfant, parce que parfois, entre 0 à 5 ans, nous, les parents peuvent, peut-être la maman peut regarder si l'enfant est un peu agressif, agressivité physique envers les parents, envers les amis, envers ses sœurs et frères. Peut aussi voir si l'enfant aussi intentionnellement détruit les affaires des autres. Ou si l'enfant est un peu, comment dire, passe son temps à insulter dans la maison. Ça, c'est depuis le bas âge. Mais parfois, dans la communauté africaine, quand l'enfant a ces genres de comportement, la maman a tendance à un peu cacher le comportement de l'enfant pour que les autres ne pensent pas qu'elle est en train de faillir à ses devoirs. C'est ça qui est maintenant le plus grand problème dans la communauté africaine parce que la maman essaye de cacher le comportement de l'enfant. Parce que même si l'enfant part à l'école fait savoir que l'enfant a tel ou tel comportement, que la maman doit contacter un psychologue, un psychiatriste. Aussi, l'enfant part aussi, à l'hôpital. Le docteur aussi fait savoir aussi que l'enfant a un tel ou tel comportement. Ça peut être aussi déficience mentale aussi comme comportement. Parce que parfois, quand l'enfant a, par exemple, schizophrénie, bipolar,
tout ça, c'est caché dans la communauté africaine. On ne prend pas le soin de contacter quelqu'un qui pourra l'aider l'enfant dès le bas âge. L'enfant grandit comme ça parce que l'enfant peut parler, peut écrire, peut aller à l'école. Donc, maman pense que l'enfant est normal. Donc, avec un peu, peut-être, un peu de conversation avec l'enfant va changer. Bon, la maman continue comme ça. Et je veux aussi noter quelque part, parce que entre 0 à 7 ans, l'enfant a besoin de s'épanouir. Mais ici, dans la communauté africaine, surtout à New York ici, l'enfant vient à la maison. Donc, l'enfant part à l'école, l'enfant étudie à l'école. L'enfant revient à la maison, l'enfant reste à la maison, l'enfant ne fait rien. La maman ne prend pas ou le père ne prend pas le temps d'aller peut-être dans la salle de jeu, peut-être se promener au bord de la plage avec l'enfant, peut-être te faire quelque chose, aller à la piscine, pour que l'enfant s'épanouisse un peu. Tu vois, donc il y a ça aussi qui manque à l'enfant. Donc, en grandissant, l'enfant a ça dans sa tête. Mon papa ne fait rien pour moi, la maman ne fait rien pour moi, alors que les deux parents travaillent. Donc, arrivé peut-être 10, 11 ans, l'enfant va commencer le middle school, le second cycle, comme on dit en Afrique. Donc, quand l'enfant va commencer à ça, il va commencer à fréquenter ses amis. Il faut aussi noter qu'ici aux États-Unis, par exemple, quand tu vis dans un quartier défavorisé, tu pars aussi dans une école qui est aussi défavorisée, avec tous les problèmes qui est liés avec ça aussi. Donc, l'enfant va fréquenter d'autres enfants aussi qui ont aussi des valeurs différentes. Ça, c'est très, très important, qui ont aussi des valeurs différentes, qui voient aussi différemment de nos enfants. Donc, l'enfant part à l'école, il apprend aussi tout ce qui est côté négatif que côté positif de ses enfants. Donc, si l'enfant est vite attracté par les côtés négatifs, c'est ça qui va beaucoup jouer sur l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est mal vues chez nous, qui n'est pas mal vues ici. Comme Clarisse avait bien mentionné avant, beaucoup de choses sont mal vues en Afrique. Ici, c'est le laisser-passer, laisser-faire. Donc, l'enfant va prendre ça, l'enfant va essayer de s'intégrer dans cette vie qui n'est pas, qui n'est pas le nôtre. Donc, ça aussi, c'est ça qui commence un peu à connaître, je sais pas comment bien expliquer ça, c'est ça qui commence à perturber l'enfant à l'âge de l'adolescence. Parce que, surtout le cas de monsieur Camara, donc, peut-être il n'a pas eu tout ce qu'il voulait depuis qu'il est au bas âge. Il voit aussi ses amis faire tout, la maman de leurs amis faire tout pour ses amis, mais lui, ses parents ne font pas les mêmes efforts pour lui. Par exemple, ici, on voit beaucoup de femmes américaines, même s'ils n'ont pas d'argent, ils s'investissent vraiment dans leurs enfants, à travers les habits, les sorties. Nos mamans, pas beaucoup. Pas beaucoup, même s'ils font le nécessaire, mais pas beaucoup. Donc, l'enfant commence à se poser des questions. Parce que tu te poses des questions, tu vas te dire pourquoi il arrive à avoir ça, pourquoi moi je n'arrive pas à avoir ça. Sa maman travaille, ma maman travaille. Pourquoi je n'arrive pas à avoir ça? L'enfant aussi, il se pose des questions. C'est un enfant, mais il va se poser des questions. Donc, quand l'enfant commence à poser des questions, ça va créer de la haine. Pourquoi ma maman ne veut pas ça? Ma maman ne m'aime pas. Et puis aussi, nous venons aussi avec des bagages. Quand je dis bagages, l'argent qu'on récolte ici, c'est pas seulement à nous, c'est aussi aux parents qui sont en Afrique. Donc, ce qui fait que on récolte l'argent, on envoie en Afrique parce qu'on a des projets en Afrique. Ou bien la maman aussi ne veut pas aider le papa parce qu'il pense que quand il va aider le papa sera aisé, le papa va prendre une deuxième femme. Donc, il y a tellement de problèmes que l'enfant se retrouve dans ce problème et qui va aussi créer de la dépression sur l'enfant parce que l'enfant n'arrive pas à avoir tout ce qu'il veut étant un enfant, il grandit avec ça, ils comprennent pas. Et puis, dans beaucoup de familles africaines, on n'arrive pas à choisir les côtés positifs d'ici, quoi. Il y a aussi le côté positif d'ici. On n'arrive pas à prendre les côtés positifs. Comme je viens de dire, l'épanouissement de l'enfant, ça c'est positif. Mais on ne prend pas les côtés positifs ici. On veut seulement prendre tout ce qu'on est venu avec en Afrique. On veut imposer sur l'enfant dans une société complètement différente. Au lieu de voir que, OK,
faisons la balance, on prend ça, on laisse ça pour que ça crée un peu de la balance chez l'enfant, mais on prend tout ce qui est africain, on veut tout imposer sur l'enfant dans une société différente. Bon, l'enfant va peut-être, il va se poser des questions. Surtout, beaucoup de parents aussi ne sont pas éduqués, ce qui fait que il y a une pas chute, mais il y a ça veut dire qu'il n'y a pas de balance parce que si les parents ne sont pas bien éduqués, l'enfant a des questions et l'enfant, peut-être, il va poser la question à ses parents. Les parents n'ont pas la bonne réponse pour l'enfant. L'enfant est obligé maintenant d'aller sur l'Internet poser la question là-bas, ou bien l'enfant est obligé aussi d'écouter aussi ses amis aussi à l'école. Donc, je pense que la dépression vient avec, manque de communication aussi, manque de communication et manque d'information. Et quand il y a manque d'information, si l'enfant part à l'école, c'est les amis qui vont éduquer l'enfant ou bien c'est la communauté aussi qui va éduquer l'enfant. Donc, quand la communauté éduque l'enfant, il y a plus fort de chances que l'enfant tombe dans la délinquance ou bien dans l'alcool, dans la drogue, parce que beaucoup d'enfants utilisent drogue parce que juste mon ami utilise, je vais utiliser aussi pour voir comment ça fait. Et puis, à la fin... Limitation, pratiquement. C'est l'imitation. Wow, Madame Diop, j'ai vraiment aimé ce que vous venez de dire. Hein. Et je pense que précieuse femme de valeur, précieux homme de valeur, vous vous êtes rendu compte que nous avons sur le plateau une spécialiste des problèmes mentaux et elle a bien expliqué, hein, parce qu'il y a aussi un phénomène, Madame Diop, que j'ai beaucoup observé de la part des parents de la diaspora, surtout les mamans de la diaspora, qui aiment beaucoup, en fait, appeler leurs enfants qui sont nés ici, enfants américains. Et là, ça me ramène, en fait, à ce que Pasteur Clarisse a dit tout à l'heure, les esprits territoriaux. Chère maman de valeur, je vais vraiment me répéter ici. Lorsque nous avons nos bébés et nos enfants qui naissent ici aux États-Unis et que nous passons notre temps à fièrement dire enfants américains, nous sommes en fait en train de les mettre sous le joug de l'esprit des enfants américains. Donc, ne soyez pas étonnés qu'au bout de 3 ans, 4 ans, l'enfant commence à avoir le comportement des enfants américains. Je suis désolée de le dire parce que aujourd'hui, les parents américains même ont beaucoup de problèmes avec leurs propres enfants. Donc, faisons très, très attention, chère maman de valeur. Madame Diop a touché à beaucoup de choses et je pense que ce sera nécessaire que je la ramène sur le plateau pour un autre talk show où elle a vraiment, en fait, breakdown. Quand je dis breakdown, elle a donné le détail par âge d'enfant. Des 0 à 5 ans où vraiment c'est le moment où l'enfant est comme une éponge qui en fait absorbe tout et copie tout et répète tout ce qu'il voit. C'est très, très important qu'à cet âge, la précieuse femme de valeur, que nous prenions le temps de faire attention, d'observer nos enfants. Et ça, c'est une autre chose que j'ai beaucoup constaté avec nos mamans africaines ici, où l'enfant devient agressif, comme Madame Diop l'a dit. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas vraiment le temps de pouvoir rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a un phénomène qui se passe avec les mamans de la diaspora. Beaucoup, au lieu d'investir financièrement sur leurs enfants, préfèrent en fait investir l'argent au pays. Et deuxièmement, elles préfèrent aussi investir dans les cérémonies ici, où c'est vraiment le matu vu, au lieu de prendre cet argent pour mettre l'enfant dans de très bonnes écoles ici. Beaucoup aussi entre 0 à 5 ans, parce que c'est l'âge où en fait les enfants ne vont pas à l'école ici. À moins que tu n'aies vraiment les ressources financières pour mettre ton enfant dans une crèche privée. Beaucoup de mamans, au lieu de faire cet investissement sur leurs enfants, elles préfèrent amener ces enfants chez les mamans africaines âgées. Et tenez-vous bien, hein, la plupart de ces femmes africaines, quand elles déposent leurs enfants chez ces mamans, les personnes âgées, du matin, des fois à 6 heures du matin, jusqu'à des fois 21 heures, 6 ou 7 jours de la semaine, et elles payent combien à ces mamans-là? $50 la semaine. Vous-même faites le décompte. Combien vous payez cette maman-là par heure?
Comment est-ce que vous pouvez espérer que votre enfant aura une bonne éducation dans des conditions comme ça? Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces pauvres mamans âgées, elles ne peuvent pas gérer plusieurs de ces enfants-là en même temps dans des petits appartements. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Beaucoup attachent les enfants, des petits-enfants. Parce que surtout quand l'enfant commence à marcher à 2 ans, il bouge beaucoup, donc ça dérange ces mamans âgées. Elles les attachent et elles mettent les enfants devant la télé du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que cet enfant-là absorbe? La violence, tout ce qui se passe sur la télé. Il n'y a pas de filtre. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment une introduction. Avec le temps, je reviendrai avec Mme Diop pour vraiment plus de détails par rapport à ce qu'elle a dit aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons parlé de beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bons points ont été soulevés jusqu'à présent. Nous allons faire une petite pause. Restez avec nous. Nous reviendrons tout de suite. Nous sommes de retour pour notre deuxième partie. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour empêcher ce genre de fin tragique. Nous allons parler de recadrage ou de suppression des schémas négatifs qui en fait utiliser les dures réalités par la discipline, l'autocontrôle et l'accès au réseau de soutien. Madame Colli, parlons maintenant de recadrage ou de suppression des schémas négatifs. Dans votre cas, vous m'avez confié il y a quelques semaines que vous avez opté pour l'extrême à travers la suppression des schémas négatifs. Je vais parler ici de la décision que vous avez prise à l'époque d'envoyer certains de vos enfants en Afrique et de déménager de New York. Pouvez-vous nous en dire plus et est-ce que cela a porté des fruits? Yeah, effectivement, ça a porté des fruits. Parce que comme je vous ai dit, avec ma fille la plus grande, j'avais déjà compris que l'environnement où j'étais était en train d'impacter ma fille de manière négative. Et j'ai compris que je ne pouvais plus continuer dans cette atmosphère parce que j'avais 3 filles. Donc, c'était la plus grande. Et vous savez, toujours dans les familles, quand la plus grande commence à se comporter de manière négative, c'est très facile aux autres de copier. Les enfants copient toujours, ils voient ce que leur grande sœur fait et ils copient toujours. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Puisqu'elle partait déjà à l'école et les 2 autres étaient encore petites. J'ai pris la résolution parce que étant seule, je ne pouvais pas vraiment gérer les 3 enfants pendant que je devais travailler tardivement et j'avais peur qu'elles puissent vraiment être détruites par l'environnement. Donc, j'ai décidé d'envoyer les 2 autres qui étaient petites en famille à ma mère en Afrique. Ma mère là-bas était bien logée, elle avait au moins 2 servantes, je dirais, qui s'occupaient de tout, de la nourriture, du nettoyage. Et pourquoi les envoyer chez les babysitters, comme vous avez mentionné? Et effectivement, c'est ça. C'est ce qui se passe chez les babysitters. Parce que on se dit quoi? Parce que si tu dois payer une babysitter privée, c'est presque la moitié de ton salaire. Elle va te charger, par exemple, 250. Disons que, par exemple, tu fais 500 à 1000 $ par semaine. Si tu dois enlever 250 ou 300 pour payer une babysitter privée qui vient chez toi, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préfère envoyer chez ces mamans-là qui gardent nos enfants. Et là-bas, elles ont plusieurs enfants. Elles ont peut-être 5, 6 enfants. Et effectivement, c'est pas facile, une maman qui est un peu âgée, même quand tu n'es pas âgée, même quand tu es une jeune maman. Quand les enfants commencent à trop déranger, tu te dis que quoi? La solution, tu mets l'enfant dans le stroller, tu attaches le stroller, tu le mets devant la télévision et il va être assis là toute la journée. Il regarde la télévision, il mange là, il dort là sur la chaise. J'ai déjà vu plusieurs cas comme ça. Donc, quand tu vas chercher l'enfant, tu trouves l'enfant devant le stroller, assis avec son biberon. Il dort là-bas, il mange là-bas, il tourne avec le stroller partout. Parce que c'est avec le stroller qu'on se déplace. Donc, effectivement, le stroller est gardé chez la babysitter aussi. So, ce n'était pas facile. Comme ça, l'enfant est irrité. Parce que quand tu détaches l'enfant, tu vois comme si l'enfant veut courir par-ci, par-là. Il veut se dégourdir parce qu'il a été emprisonné pendant de longues heures. Et vous avez raison, quand vous avez dit ça, j'ai même... Au passage, Madame Colli,
Le stroller, c'est le pouce-pouce. On veut vraiment aider aussi nos téléspectateurs francophones à comprendre nos termes en anglais. Donc, Mme Colli veut parler en fait des poussettes pour les enfants. Continuez, Mme Colli. Exactement. Donc, c'était un peu ça. Et vu toutes ces choses-là, j'ai décidé que non, je préfère au moins avec mes parents, mon père, ma mère vivaient, mes sœurs à la maison avec des servantes qui pouvaient vraiment mieux s'occuper de mes enfants et vraiment dans un encadrement meilleur. Et c'est comme ça que j'ai fait partie mes 2 enfants, les 2 plus petites en Afrique, et je suis restée avec la grande. Et là-bas, vraiment, je bénis le Seigneur parce que mes parents sont chrétiens. Les enfants ont vraiment été enfin, ils étaient vraiment, on s'occupait d'eux très bien et ils partaient à l'église. Ils ont aussi grandi aussi spirituellement. Enfin, ils ont grandi dans le Seigneur, ce qui était bien. C'était vraiment quelque chose de positif par rapport aux enfants. Par contre, avec la plus grande, quand elle est restée, j'ai constaté que non, si je restais où j'étais à New York, parce qu'en fait, à New York, puisque j'avais le business, je habitais pas loin de mon business. Et vous savez, quand tu as les business de African Market, du salon, tu veux être dans le milieu où ça va marcher. Tu veux être dans le milieu des Noirs et des Africains où tu te dis que bon, mon business est là, ça va marcher plus parce que si tu vas faire un African Market dans un milieu des Blancs, ou un salon de coiffure dans un milieu de blanc, il faut savoir que tu n'auras pas de clients, ça ne sera pas busy, ça ne va pas marcher parce que les Blancs ne s'intéressent pas aux coiffures des Africains ou des Américains noirs. Donc, tu veux avoir ton business dans un lieu où tu sais que tu auras vraiment de la bonne clientèle. Et ce qui faisait que j'étais à Harlem et mon salon était là-bas et j'habitais aussi non loin de mon salon. Et ce qui faisait que, et quand c'est comme ça, comme Madame Diop a dit, avait dit que par rapport à ton adresse, tu dois aller dans l'école qui convient à ton adresse. Donc, ce qui fait que tu restes toujours dans l'environnement. L'enfant reste aussi dans l'environnement puisque à cause de l'adresse, de ton adresse et de ton zip code, de ton adresse postale, je voudrais dire. Quand j'ai compris ça, j'ai préféré déménager. Je me dis que non, si je reste là, et je veux vous dire, une fois, ma fille, comme je dis, elle ne dit pas shut up à la maison. C'est-à-dire que ferme-la. Elle ne dit pas ces choses. Mais je me suis retrouvée une fois en train de causer avec ses copines. Vous savez, les Américains, ils ont leur manière, tout et tout. Les enfants étant en train de dire des gros mots. Elle aussi, elle veut montrer que non, tu ne peux pas la dominer. Elle aussi, elle répète. Tu lui dis des gros mots. Je n'ai pas envie de répéter ces choses-là. Elle répète aussi. Donc, ce jour-là, quand je l'ai vu répéter ça, j'ai dit non. Je dois prendre une décision. Je m'en fous du business, je m'en fous de l'argent. Je ne veux pas non seulement la perdre et perdre aussi les 2 autres qui vont venir. J'ai préféré sacrifier mon business. J'ai dit que non, je dois quitter l'environnement. Je dois quitter New York. Je dois vraiment prendre une décision pour l'éducation des enfants. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée ici au Texas. Et je bénis Dieu parce que vraiment, ça l'a déconnecté avec toutes ces mauvaises influences. Et aujourd'hui, quand j'ai déménagé ici, et j'ai vu que l'encadrement était bien, et vraiment, je sentais vraiment une paix ici à Dallas, j'ai fait venir aussi les 2 autres. Et aujourd'hui, vraiment, on est tous en train de prier ensemble, on est tous dans le Seigneur, et on évolue doucement. Je ne dirais pas qu'elles sont devenues meilleures, mais au moins, le Seigneur au contrôle, ça va mieux. Et je savais que si je restais où j'étais à New York, parce que même aujourd'hui, quand par moment, elle me montre ses copines qu'elle avait laissées à New York, parce qu'elles sont encore amies sur Instagram. Quand elle me montre leurs photos, ce qu'elles font avec les cheveux jaunes, l'habillement, tout et tout, je me dis que merci Seigneur, j'ai quitté cet environnement, vraiment. Merci Seigneur, je dis que vraiment c'est seulement Dieu. L'argent, c'est bien, mais il faut penser au futur. Je faisais de l'argent dans mon salon, je faisais de l'argent avec tous mes business que je faisais à New York. Même pour l'avenir des enfants, j'ai voulu vraiment me sacrifier et leur donner une meilleure éducation. Et comme vous avez dit aussi, par moment, on s'intéresse trop au matériel et on oublie l'avenir des enfants. Pourtant, cela est très, très, très important. Très important. Donc, c'était ça ma résolution et je bénis Dieu pour cela. Wow, Madame Grace, vous avez notre respect
parce que vous n'avez pas hésité à prendre la décision radicale. Et c'est cela qu'il faut en fait. C'est ce que je veux vraiment comprendre, faire comprendre aux précieuses femmes de valeur et aux précieux hommes de valeur. Il y a quelques mois, j'ai fait un talk show où je dénonçais la victimisation des femmes africaines. Cette mentalité de toujours s'asseoir et de pleurer, de jouer à la victime et tout. Vous aurez pu jouer à la victime, mais vous vous êtes dit non. I gotta make a change. I gotta make things to change. Je dois faire changer les choses. Je dois faire bouger les choses. Et vous avez pris la décision qu'il fallait, qui était de carrément sortir de l'environnement qui pouvait détruire et votre fille et vos autres enfants, mais aussi vous-même, parce que c'est une chose que je dis tout le temps aux parents, surtout aux mamans, aux précieuses femmes de valeur. Un enfant n'a pas demandé à naître. Donc, c'est toi, la maman, en première, qui est responsable du devenir de cet enfant. Le père peut ne pas s'en occuper, mais c'est toi, la maman, parce que si l'enfant dérape, surtout dans ce pays, si l'enfant va en prison, si l'enfant prend la drogue, let me tell you something, c'est ton problème à toi. Le papa peut-être va s'inquiéter une ou deux fois, mais après, il continue sa vie. Hein? Il continue sa vie. Madame Colli, je voudrais que vous, il y a quelques mois, j'ai vu sur votre page quelque chose de vraiment beau par rapport à votre première fille. Je ne sais pas si vous êtes confortable pour partager avec nos téléspectateurs, parce que je suis sûre que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'est devenue votre première fille? Est-ce que vous êtes confortable pour partager cela avec nous? Bien sûr, bien sûr. OK, par rapport à son éducation? Oui, parce que je pense que j'ai vu des photos d'elle pour sa graduation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça permettra vraiment à tout le monde de comprendre que votre décision a porté fruit. Vous n'avez pas fait ce sacrifice en vain. Donc, c'est aussi pour une façon d'encourager aussi les mamans qui sont dans la même situation. Si elles hésitent à quitter l'endroit qui n'est pas bon pour l'enfant, voici le cas de la fille de notre sœur, Madame Colli. Qu'est-ce que votre fille est devenue aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'elle a gradué, comme vous avez vu. Elle a gradué. En ce moment, elle est vraiment... elle a la tête sur les épaules, je pourrais dire. Le Seigneur a permis que son témoignage change. Aujourd'hui, elle est en 2e année à l'université. Elle veut faire le droit. Elle est vraiment déterminée au début. On lui disait que non, avec le droit, tu vas faire beaucoup d'années. Mais après, on a rencontré une dame aussi qui fait le droit aussi. Enfin, je veux dire, qui est avocate et qui lui a donné vraiment beaucoup, assez de conseils. Et aujourd'hui, ça l'a boostée. Elle est vraiment focus sur ses études. Elle a son petit boulot, son petit part-time boulot qu'elle fait. Et vraiment, on est tous dans notre marche avec le Seigneur. Et même chose avec les deux autres aussi. Elles suivent aussi le bon exemple de leur grande sœur. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur que vraiment, le Seigneur nous a recadrés et il est en train vraiment de nous guider lui-même. Et vraiment, c'est toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Vraiment, Madame Colli, bravo, bravo, bravo. Vous avez parlé de la première méthode de prévention qui est justement de carrément éliminer les schémas négatifs. Il y a aussi la suppression des schémas, il y a aussi l'utilisation de la discipline. Utiliser les dures réalités par la discipline. Tel a été le cas de Michelle, une femme de 60 ans qui a 2 fils âgés de 30 ans et 33 ans. Pour aider ses fils à comprendre les répercussions d'un comportement déviant, elle a utilisé le refus de soutien et d'affection pour souligner les conséquences émotionnelles de l'intervention de la police en déclarant ce qui suit. C'est ce qu'elle a dit en fait à ces 2 garçons. Si vous avez des ennuis avec la police et qu'ils vous amènent en prison, n'attendez pas à ce que je vienne vous rendre visite. Je ne vous enverrai rien. Vous n'aurez pas de carte, rien de moi. Et si les 2 garçons s'en souviennent aujourd'hui, ils peuvent même dire, répéter à leur maman, eh bien, maman, tu as dit que si jamais nous allions en prison, tu ne viendrais jamais nous envoyer, tu ne viendras jamais nous voir ou nous envoyer quoi que ce soit. Pasteur Clarisse,
Cette analogie semble similaire au précepte biblique de Proverbe 13, verset 24, qui dit, je cite la parole de Dieu, « Celui qui épargne la verge est ses enfants, mais celui qui aime ses enfants prend soin de les discipliner. Ne retenez pas la discipline. » Ça, c'est ce que Dieu même nous dit par rapport à nous les parents. Or, nous sommes dans un pays aux États-Unis où beaucoup de parents ont peur de discipliner leurs enfants. Dans un tel contexte, quelle discipline pensez-vous qu'on peut adopter sur ces enfants de la diaspora nés de parents africains et qui deviennent sans identité, car sans racines africaines, sans culture et sans aucun fondement spirituel? Quelle méthode de discipline pouvez-vous préconiser aux parents dans ce cas? Merci pour cette question. Avec l'intervention de Madame Diop tout à l'heure, elle a souligné des éléments très importants dans l'éducation des enfants et surtout en fonction du cadre d'âge. Et effectivement, de la naissance à 5 ans, nous avons des responsabilités et j'ai abordé cette thématique en termes de responsabilité. Je voudrais revenir très rapidement sur la responsabilité parentale selon la parole de Dieu. Je voudrais d'office dire que la Bible préconise la discipline. Ce n'est pas tabou. C'est pas tabou. Et dans toutes nos cultures et même dans les cultures occidentales, la discipline existait. On met des réserves à la discipline dans le monde occidental parce que à cause du fait que la discipline est empruntée pour des dérives parentales, il y a des parents qui vont à l'extrême, qui tuent des enfants, qui abusent des enfants parce que les personnes vivent dans des sociétés vraiment stressantes. La société est très stressante ici. Et autant les enfants ont les problèmes avec ce stress, autant les parents, on retrouve des adultes qui élèvent des enfants alors qu'ils auraient dû eux-mêmes ils sont malades eux-mêmes. Alors, en ce qui concerne la responsabilité parentale, très rapidement, la Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Train up a child », éduquer l'enfant « in the way he should go », selon la voie qu'il doit prendre. Even when he is old, et quand il sera grand, quand il aura de l'âge, quand il deviendra adulte, il ne s'en détournera pas. Et pour rester dans le cadre de ma fonction, de mon appel, j'aimerais dire que c'est fondamental à la lettre de la parole de Dieu, de suivre ces prescriptions-là. On verra que, comme notre dernière intervenante l'a dit, la plupart des enfants qu'on ramène à leur foi, la discipline et même l'éducation, la discipline, c'est pas seulement en termes de violence, en termes de correction matérielle et physique, non, la discipline est en termes d'éducation, cette violence qu'on se fait à nous, de nous assurer que on donne à nos enfants les repères dont ils ont besoin lorsqu'ils sont encore enfants. Et la Bible, elle les cite, elle les dit, train up a child, c'est la responsabilité des parents. Il faut s'investir, il faut être intentionnel. Et comme la dame, une des intervenantes, excusez-moi, j'ai pas encore retenu tous les noms. Oui, Madame Diop l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir se priver. Moi, je suis arrivée dans cette société où, quand j'étais en Afrique, j'avais tellement de personnes qui me servaient en tant que pasteur d'une église. J'avais tellement de personnes qui me servaient. J'avais tellement de personnes qui participaient à l'encadrement des enfants et tout. Les enfants étaient à donner aux activités à l'église et tout. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai dû faire des choix. J'ai dû faire des choix, même en termes de travail séculier. J'ai dû faire des choix. J'ai fait les choix de mes enfants, c'est ma priorité. Je suis à la maison pour mes enfants et si je trouve un cadre d'expression où je peux chercher de l'argent, je trouve ce cadre d'expression dans les bénéfices de mes enfants. Je suis juriste et tout, mais je suis servante de Dieu, je suis juriste, mais je vous dis que ce soit mon service à Dieu, que ce soit la vie séculaire, savoir pourvoir financièrement. La priorité, c'est d'abord mes enfants. Il y a des activités que je ne pourrais jamais décider de faire si mes enfants seront le sacrifice. Absolument pas. Et je comprends que je vis dans un cadre où on a les deux parents ensemble et c'est une autre réalité. Mais nous avons vu l'exemple
de notre sœur qui parlait tout à l'heure et qui nous a dit que elle a dû écouter le Seigneur et elle a dû prendre des décisions radicales. Donc, il nous appartient dans ce processus de former les enfants dans les voies qu'ils doivent suivre. Nous devons connaître ces voies et devons les suivre. Parmi ces voies, il y a la discipline. La discipline commence par l'éducation, ce que nous disons à nos enfants. La société occidentale, c'est une société de tolérance. Tout ce que l'enfant veut, on lui donne. Est-ce que vous savez qu'on peut discipliner l'enfant en lui disant, tu ne peux pas avoir ça. Et c'est sans compromission, il n'aura pas ça. Et en même temps, on doit mettre cet équilibre-là où on crée du temps. L'autre jour, je devais aller au travail. J'ai décidé, non, je ne vais pas au travail. J'ai pensé à mes enfants. J'ai dit, allez, on va tous au parc. On va passer 2 heures de temps et ça crée quelque chose. Il faut être vigilant. La responsabilité infantile, également la responsabilité des enfants, ils ont une responsabilité. Donc, il y a cette réciprocité-là qu'il faut savoir mettre en exergue dans la famille. La Bible dit, fathers or parents, do not provoke your children to anger. Vous savez que nous, les parents, nous pouvons provoquer. Nous pouvons provoquer dans les choix que nous faisons. Nous pouvons provoquer dans les manquements que nous avons. La dame le disait tout à l'heure également, Madame Diop, elle le disait tout à l'heure. Lorsque nous bâtissons ces enfants avec cette irritabilité, c'est normal que demain, ils se lèvent et qu'ils aient des couteaux parce qu'ils ont grandi dans l'éducation de l'irritabilité. OK? Et la parole nous dit que c'est notre responsabilité de ne pas les irriter. Donc, veillons à nos choix. Et en termes de discipline, je suis excessivement contre la violence. Vraiment contre la violence. Et nous sommes les parents africains. C'est vrai que nous sommes dans les sociétés occidentales et tout. J'ai vu dans les sociétés occidentales, certaines mamans qui ont donné des tapes derrière quand l'enfant avait encore entre 1 an et 5 ans. Mais il arrive un âge où c'est la collaboration entre l'enfant et nous. Et savoir établir cette relation-là où l'enfant, the child can trust you. Si vous faussez ça, l'enfant doit pouvoir vous faire confiance même dans ses erreurs. Et c'est à nous, les parents, de nous investir. J'ai dû apprendre la société américaine. Moi, je suis un pasteur, mais j'ai dû apprendre la société américaine. J'ai dû couper certaines de mes rigueurs et les mettre à côté et dire, you know what, I'm going to lose my kids. Je veux perdre mes enfants. Alors, je veux connaître leur monde. Je veux savoir ce qui leur plaît. Et quand ils commencent à réaliser que, oh, notre maman épouse notre culture, entre parenthèses, parce qu'ils sont élevés dans une culture différente, ils s'ouvrent de plus en plus et la discipline devient une collaboration entre nous et nos enfants. Merci beaucoup, Pasteur Clarisse. Wow, this is really deep. C'est vraiment profond la discussion d'aujourd'hui, mais nous sommes obligés d'être à la fin de notre discussion d'aujourd'hui. J'ai juste 2 ou 3 questions à nos 2 autres panélistes. Madame Diop, en 2 ou 3 mots, pouvez-vous nous dire s'il existe des programmes d'accès au réseau de soutien aux femmes de la diaspora africaine à New York, puisque c'est là-bas que vous êtes? Bon, je pense qu'il y a des programmes, mais les problèmes sont vraiment inexistants dans la communauté africaine. Je dis inexistants parce que les parents ne veulent pas s'ouvrir, dire ce qui se passe réellement quand l'enfant a entre, comme je l'ai dit, 0 à 5 ans, parce que de 0 à 5 ans, l'enfant, c'est là l'enfant montre ce qui ne va pas réellement. Il ne connaît pas cacher. Il montre des comportements qui ne sont pas normaux. Donc, les parents commencent à cacher ça. Donc, quand tu commences à cacher, quand l'enfant grandit, ça sera un peu trop tard. Oui, il y a des programmes, mais les programmes ne sont pas vraiment, comment dire, les programmes sont morts. Quand je dis mort, il y a les programmes, il y a pas seulement un programme pour la communauté africaine, mais il y a des programmes dans chaque communauté. Bon, le plus facile serait aussi de contacter des centres, parce qu'il y a des centres ici, beaucoup de centres. Tu contactes les centres, ils vont venir, ils vont évaluer l'enfant. Si c'est un problème où l'enfant a besoin d'un sociologue ou d'un psychiatriste, psychologue, ou bien si l'enfant a juste besoin d'être intégré dans des recreational activités, comme dans les after-school programmes, pour que l'enfant apprenne à être sociable envers les autres, se comporter bien avec les autres. Il y a ces programmes sont... Ça dépend réellement de ce que vit l'enfant, de ce que l'enfant a besoin. Voilà. Si les parents ne veulent pas vraiment collaborer
avec les parents africains, ils peuvent contacter simplement des centres qui va les diriger. Sorry. Yeah. Sorry. Merci beaucoup, Madame Diop. Notre dernière question est pour Madame Collie. Je pense que vous êtes aussi très active dans le soutien aux mères célibataires et leurs enfants. Parlez-nous, s'il vous plaît, Madame Collie, de votre fondation. Pourquoi Women of Grace and Hope Foundation? Et qu'est-ce qui a motivé sa création? Ouais. Comme vous le savez déjà, Women of Grace and Hope Foundation est venue de ma propre expérience. Ma propre expérience, ce que j'ai vécu. Et quand j'ai réalisé que beaucoup de femmes, beaucoup de mères célibataires traversent ces moments difficiles aussi. Et je me suis dit que si Dieu m'a fait la grâce de pouvoir subvenir, de pouvoir surmonter tout ce que j'ai vécu, c'est qu'il peut m'utiliser aussi pour être aussi cette personne-là qui peut vraiment apporter vraiment mon soutien aussi à ces mères-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette fondation. Parce que c'est vrai que j'ai été stressée, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais j'ai béni Dieu parce que le fait que j'avais déjà une bonne fondation en Christ, ça m'a aidé. Et les petites aides que j'ai pu recevoir, des personnes proches, l'amour que j'ai reçu des gens autour de ma vie, ont fait que je n'ai pas peut-être sûrement trop senti. Et le fait que je me suis investie dans la prière, comme j'ai dit, ça m'a vraiment aidé vraiment à surmonter toutes ces épreuves-là. Mais par contre, beaucoup de femmes n'ont pas cette grâce-là. Beaucoup de femmes, et je connais beaucoup de témoignages des mamans célibataires qui se sont vraiment lancées dans des choses que je ne pourrais pas nommer ici, mais qui ne glorifiaient pas le Seigneur juste parce qu'elles devaient vraiment... elles étaient obligées à le faire. Elles se sont senties obligées, parce qu'elles n'étaient pas obligées, elles se sont senties obligées de le faire juste pour pouvoir subvenir à leurs besoins ou pour pouvoir combler une partie de leur vie qui était vide. Donc, toutes ces choses-là, et ce sont des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et je me suis dit que qu'est-ce que je peux faire pour ces mamans-là? Et raison pour laquelle j'ai créé ma fondation. Et dans ma fondation, nous apportons notre soutien émotionnel, notre soutien physique, notre soutien spirituel et notre soutien matériel. Bon, quand je dis matériel, financier, pas vraiment, parce que nous n'avons pas encore vraiment les moyens qu'il nous faut pour pouvoir vraiment aider matériellement et financièrement. Mais nous, avec le peu que Dieu nous donne pour le moment, nous arrivons quand même à soutenir ces mamans-là. Et notre but, c'est de vraiment les aider vraiment à comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, rien n'est perdu, il y a encore de l'espoir. Tant que tu t'accroches au Seigneur, quand tu pries, quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu est capable de t'aider à vraiment surmonter toutes ces épreuves-là et à te donner la victoire. By the end of the day, à la fin de la journée, tu auras la victoire. Et qu'elles ne doivent pas désespérer, elles doivent se confier au Seigneur, elles doivent comprendre qu'en toute chose, elles doivent mettre Dieu au centre. Et notre but, c'est vraiment de leur apporter notre soutien aux enfants. Et on a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets, par exemple, des projets de after school, comme je disais, puisque j'ai vécu ça. J'ai vécu le fait que mes enfants n'avaient personne pour les aider. Donc, on avait des projets d'avoir un centre où ces mamans-là pouvaient envoyer leurs enfants, avoir des teachers, des maîtres qui pouvaient aider ces enfants-là avec les homework. On avait le centre aussi, on veut aussi aider celles-là qui veulent s'épanouir les week-ends, qui ont besoin vraiment de refaire leur vie, qu'elles ne se sentent pas bloquées. Comme moi, à un moment donné, je me disais que non, pour le moment, je dois me concentrer, je n'ai pas envie de commencer notre relation. Pourtant, il y a des mamans qui pensent comme ça, elles veulent seulement se compte de quelqu'un pour te soutenir, tu as besoin d'un support, tu as besoin d'un ami, tu as besoin d'une nouvelle relation pour évoluer, tout ça, pour t'épanouir, tout ça. Et on veut leur apporter notre soutien là, même les week-ends, tout et tout. Sont dans nos projets, avoir des programmes pour les enfants, pour que les enfants puissent s'épanouir, des programmes pour les mamans où on va se rencontrer, parler, partager notre témoignage ensemble, s'encourager et puis prier ensemble, se supporter spirituellement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et ça vous aide aussi non seulement à gagner des âmes, et aussi, mais intérieurement, tu te sens vraiment, tu reçois une paix intérieure quand tu es entouré des personnes qui te montrent, qui te manifestent l'amour et qui sont prêts à t'aider, à te supporter et à te comprendre surtout.
C'était la raison pour laquelle Women of Grace Henho Foundation a été créée. Wow, merci beaucoup, Madame Collie. Et vous savez, en tant que CEO aussi d'une ONG, je sais que les besoins sont beaucoup et les besoins financiers sont aussi énormes. C'est pour cela que l'ONG Leadership Excellence pour Femme par Femme a le plaisir de supporter aussi votre ONG avec une somme de $150 pour vos activités. Ce n'est pas beaucoup, mais je me dis que si chacune de nous met la main à la pâte, nous pouvons vraiment soulever des montagnes. Je tenais vraiment à remercier nos chers panélistes de ce matin. En conclusion, je voudrais simplement dire une chose à nos précieuses femmes africaines de valeur, qui, en plus de jouer un rôle d'éducatrice, exercent déjà une forte influence sur leur famille et sont garantes de la pérennisation de ce qui fait l'essence d'une société, sa culture. Précieuses femmes de valeur, précieux hommes de valeur, c'est vrai que notre culture africaine a certes été sapée par la colonisation, la mondialisation et l'avènement des nouvelles technologies. Mais il faut aussi reconnaître que certaines de nos traditions, de nos règles traditionnelles persistent toujours, ce qui crée bien entendu, comme nos panélistes l'ont dit, un certain dualisme dans lequel la femme africaine et surtout celle de la diaspora a parfois du mal à trouver sa place. Vu les avancées technologiques, mais aussi les conséquences néfastes du capitalisme au niveau social et environnemental, je voudrais sincèrement dire à nos précieuses femmes de valeur que les femmes africaines, précisément celles de la diaspora, auraient intérêt à ne pas imiter aveuglément l'Occident et à définir leur propre modèle de développement visant à garder dans leur pays d'accueil leurs valeurs familiales et leurs traditions positives. Précieuses femmes de valeur africaines, même si nos maris sont absents et ou démissionnent de leurs responsabilités, éduquons nos enfants afin qu'ils sachent d'où ils viennent et qu'ils arrêtent de croire qu'ils peuvent se permettre de mettre la main sur leur mère jusqu'à prendre les armes contre eux. Pasteur Clarisse Okenwa, Madame Diop et Madame Collie, je tiens sincèrement à vous dire merci pour votre temps. Merci pour votre contribution d'aujourd'hui et je sais que j'aurais besoin vraiment de vous réavoir sur le plateau parce que le sujet était vraiment profond. Nous avons touché au grand point, mais je pense que ce sera nécessaire qu'on ait un débat plus approfondi dans le futur. Je tiens sincèrement à vous dire merci pour votre temps. Nous nous reverrons bientôt par la grâce de Dieu. Merci encore pour votre temps. Précieuses femmes de valeur, précieux hommes de valeur, bienvenue au talk show du Leadership Excellence pour Femme par Femme. Pour la diaspora femme africaine, nous sommes un pont entre nos pays d'origine et nos pays d'accueil. Que nous soyons des exemples pour eux. When did the domestic violence started in your marriage? Immediately. Non, on pensait que c'était une Américaine qui allait venir. Quand vous apprenez une langue, ça ne vous fait pas oublier l'autre langue. Parce que quand je veux sortir les plans de mes clients, oui, ils pourront aussi me demander de faire le bâtiment. Then I got better on my paid software, so I got more clients and they offered to pay more. Elles aussi, elles ont envie de poster quelque chose à propos d'elles-mêmes. Leadership Excellence for Women nous a dit qu'elle voulait participer, elle voulait nous assister vis-à-vis de tout ce qu'on fait. Comment démystifier certains mythes sur l'augmentation de salaire et la promotion? Quand on a envie de s'accomplir dans un domaine et qu'on se donne les moyens de le faire, on y arrive. Leadership Excellence pour Femme par Femme.